Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Ça papillonne. Aujourd'hui, comme c'est devenu une habitude depuis un certain temps, je fais une nouvelle interview et cette fois-ci, ma comparse du moment, ça va être Marine Bruno. Bonjour Marine. Bonjour Rosen et bonjour à toutes et tous. Super, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est ce qu'on se disait à l'instant, c'est qu'on se connaît depuis un petit moment, mais on s'était jamais parlé, jamais rencontré. Je suis du coup hyper contente de cette rencontre. Merci le podcast pour ça et merci LinkedIn aussi. Euh, alors pour démarrer directement, non pas dans le vif du sujet, mais pour te présenter, pour que tout le monde sache qui tu es, Marine Bruno de l'entreprise Egalus. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, on pourrait démarrer en disant que je suis militante féministe depuis mes 14 ans, donc ça va Oh. bientôt faire 24 ans. Mais quand on dit militante féministe, bien souvent, on peut être un petit peu inquiet. Donc, je vais plutôt me présenter par ma casquette professionnelle, même si j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une adéquation entre mon engagement personnel et ma vie professionnelle, Mhm. puisque je dirige le cabinet, en effet, Egalus, cabinet que j'ai fondé, qui est un cabinet de conseil, formation et conférences sur les questions d'égalité femmes-hommes et de diversité, puisque en fait, tous ces éléments-là, finalement, sont en lien avec la question de la Mm. hiérarchisation des groupes sociaux dans la société. Donc tout se Ouais. tient un peu par la barbichette, comme je dis souvent. Et puis, comme les journées font quand même 24 heures et que comme tout le monde, j'ai envie de faire mille choses, aujourd'hui, j'ai aussi la chance d'être autrice, l'autrice Ouais. de deux livres, et donc d'avoir du temps, ou en tout cas de me donner du temps, pour à la fois faire énormément de recherches, d'enquêtes. J'en publie Mhm. régulièrement sur les réseaux, d'ailleurs, avec un thème annuel avec Egalus. Et Mhm. puis, ça me permet ensuite d'écrire des articles et des livres sur mes sujets à la fois d'expertise et d'engagement. Ouais. Alors, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, le livre. Je me suis empressée de l'acheter. Je l'ai trouvé dans ma librairie la plus proche. C'était magnifique. Je suis à la moitié du livre et il y a des fois, je trouve des choses consternantes dans les faits, de ce qui se sont passés dans l'histoire. Alors, ce livre-là que j'ai commencé à lire, c'est le dernier qui a été paru. C'est La sororité, le pacte. Oui. Et ce mot sororité, en fait, j'ai découvert qu'il avait disparu et qu'il était revenu, voilà, c'était un mot qui est revenu, alors non pas à la mode, hein, qu'on s'en tienne bien, mais qui est revenu, en fait, on a rappelé qu'il existait. Vous avez rappelé les personnes qui défendent cette cause-là, qu'il existait et qu'il avait autant le droit d'exister que la fraternité, puisque c'est l'équivalent. Donc j'en suis à peu près là, hein, dans le Bah, génial, tu livre. avances bien. Tu avances bien. Je suis Voilà. ravie que tu aies lu ce livre qui est donc mon deuxième. Et en effet, c'était un vrai sujet. Là aussi, c'est une question d'adéquation entre Mm, son engagement et le travail de conceptualisation qu'on a à faire quand on pense mm, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à un ouais, moment donné de coucher sur le papier pour partager avec d'autres, ouais. avec des femmes et avec des hommes, ce qu'on constate, les manques. Et puis aussi de faire un petit peu, c'est la première partie du livre, de Mm, faire un petit peu le point sur justement, comme tu disais, cette histoire de ce mm. mot. Et je sais qu'on parle d'organisation aussi dans ton podcast. Oui. Moi, j'aime avoir un fonctionnement assez scolaire aussi quand je dois écrire. Et c'est la même chose pour mon entreprise, puisque pour l'instant, j'y suis seule. C'est que à chaque fois, j'essaye d'avoir un parcours, un fonctionnement que j'appelle un peu scolaire. Mais plus je suis organisée, plus j'ai la sensation finalement de gagner du temps. Et plus ça me permet aussi, quelquefois, d'aller au bout de ma to-do list à la fois d'autrice et d'entrepreneuse. Eh J'ai bien dit ben, quelquefois. ah, bravo. C'est toujours satisfaisant. C'est toujours satisfaisant. Bon, J'aimerais juste. parfois aller au bout, c'est juste mettre dans la case pas pressé des Oui, choses qui semblaient l'être, hein. c'est C'est ça. pas Prendre du recul sur ce qui est.
Voilà. Exactement. J'aimerais juste faire une parenthèse pour éclaircir les choses. Le Mhm. féminisme n'est pas oublier, écraser le masculin. Je voudrais juste faire cette petite parenthèse-là, que le féminisme, c'est juste demander l'égalité des droits pour les hommes et les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Absolument. La seule chose, c'est que moi, je ne considère pas que ce soit nécessaire de le rappeler, puisque, à mon sens, aujourd'hui, les personnes intelligentes savent parfaitement ce qu'est le féminisme et les personnes qui considèrent que c'est finalement une recherche de neutraliser les hommes, Hmm. un propos extrémiste, etc., sont soit des personnes de mauvaise foi, soit des personnes qui n'ont pas accès à Internet et aux livres. Bon, ça laisse pas beaucoup de monde. Voilà, le cadre est mis. Voilà. Alors moi, je me sens de plus en plus féministe dans ce cadre-là. D'une part parce que j'ai deux garçons, que je suis la seule fille de la maison et que j'aime bien faire des petites piqûres de rappel sur certaines choses. Tu prépares la relève. Voilà, pour la Les hommes relève. alliés du futur. Exactement, que quand c'est non, c'est non. Un non est un non. Donc je leur apprends, j'essaye de leur apprendre ça, en tout cas, de leur dire que pour n'importe quelle chose, un non veut dire non. Voilà, ça sert à rien d'insister. Et que on n'aide pas une autre personne dans les tâches du foyer. On fait sa part. Voilà. Donc, ce sont deux choses qui me tiennent à cœur dans l'éducation de mes enfants. Du coup, je me dis que mon mari doit aussi bien entendre tout ça et que bon, même si franchement, j'ai aucun problème, euh, voilà, ça fait partie des petites choses qu'il est bon de rappeler. Et donc, c'est pour ça en fait que je me suis empressée de te demander aussi cette interview avec toi, Marine, parce que tu rassembles deux choses. Ben, l'identité du féminisme, en fait, pour moi, c'est, voilà, tu représentes pour moi le féminisme. Ah bah dis Et donc, merci beaucoup. voilà. Et puis, je me disais que, voilà, interviewer une personne comme toi, ça va forcément faire bouger des lignes et ça peut forcément apporter. Donc, merci de participer à ça pour ça. Merci à toi d'avoir créé ce podcast. Le podcast, c'est vraiment un outil Mm. pour dérouler sa pensée. Et comme je le disais ce matin avec Gwenaëlle Masson, que tu Ah, connais bien, mais oui, que j'ai interviewé. exactement, sous un Ouais. de ses posts où il évoquait son podcast, en fait, je disais que je trouvais que le podcast, c'est un super moyen pour les Mm. personnes interviewées aussi de penser en marchant, c'est-à-dire qu'on va dérouler une pensée Ouais. en répondant aux questions de la podcasteuse, toi Mm. en l'occurrence, et finalement, toi, tu as ton angle et tu nous obliges, nous, à nous décaler de nos propos habituels, etc. Ça nous oblige à penser. Et Mm. c'est aussi ce qui fait que quand on me sollicite pour un podcast, je réponds oui, surtout quand c'est un podcast qui démarre comme le tien, parce que déjà, je trouve que c'est important comment dire, à la fois de protéger et de soutenir les personnes qui se lancent. Moi, j'ai pensé à le faire et je pense que je n'ai pas ce qu'il faut pour lancer un podcast. Je laisse ça à des personnes qui, comme toi, ont le courage et la pertinence pour le faire. Et pour le coup, j'essaye de faire ma part aussi en y participant, en Mm. disant toujours oui quand on me propose. Évidemment, si c'était un podcast sur enfin, un podcast d'extrême droite, je répondrais non. Mais globalement, quand la ligne éthique me convient, et en effet, quand toi, par exemple, on ne s'est jamais vu en vrai, mais c'est Non. vrai qu'on se suit sur les réseaux depuis très longtemps. Mm. Je pense que on a chacune un peu des repères sur l'image qu'on peut avoir de l'autre, sa démarche éthique, son engagement en tant qu'entrepreneuse, etc. Et puis aussi en tant que personne, et Mm. en l'occurrence pour C'est nous deux ça. en tant que femmes. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ce genre de travail, puisque c'est un travail Oui, que tu tout à fais, fait. de faire un podcast. Top. Merci beaucoup. Parenthèse refermée. Allons directement dans le sujet du jour. Donc, tu nous as présenté Egalus et ce que tu faisais. J'aimerais rajouter aussi que tu as été travailleuse sociale, éducatrice. Tu es actuellement, si je ne me trompe pas, si c'est encore d'actualité, conseillère municipale. Alors, j'ai démissionné T'as en arrêté. novembre ou en octobre, mais oui, oui, Ouais. j'étais conseillère municipale, en Voilà. effet. Alors, pendant à peu près 5 ans, Mhm. tu as été auxiliaire de vie. Tu as eu pas mal de Scolaire, vie. oui. Scolaire, oui, pardon. Ouais, Scolaire. ouais. Quand j'étais toute Euh, jeune.
Du coup, j'imagine que là-dedans, alors actuellement, tu as déjà pas mal de casquettes, auteur, formatrice, conférencière. Il y a déjà pas mal de boulot là-dedans. Tu as été plein de choses aussi derrière, avant. Au niveau de l'organisation, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne faisais pas avant et comment tu faisais avant? Voilà, en gros, c'est ça. Alors, ce que je dirais que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai à la fois libéré du temps pour avoir ce petit détail qui est une vie personnelle, Ah, ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps, en fait, ah, pendant de longues années, jusqu'à il y a peut-être 2 ans, 2, 3 ans. J'avais toujours en effet des casquettes multiples avec hmm, des choses qui auraient mérité un temps plein pour chacune. Et je me partageais beaucoup là-dedans. D'ailleurs, quand je faisais des rencontres amoureuses pendant très longtemps, je disais toujours, en gros, tu passeras toujours après l'engagement. Je prévenais mes conjoints potentiels, mes partenaires ok. potentiels, qu'il fallait qu'ils soient prêts à ces éléments-là. Alors, il m'arrivait de rencontrer des hommes tout aussi engagés que moi ou des hommes qui avaient des vies professionnelles qui étaient sur le même mode. Et dans ce cas-là, c'est super, on arrive à organiser les choses. Je pense que pour d'autres, ça pouvait être un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, mon entreprise, elle va avoir 6 ans maintenant. Elle est bien positionnée à la fois dans le monde de mon périmètre d'expertise et à la fois sur le territoire breton et même national, puisque je travaille aujourd'hui vraiment en France entière. Mhm. Toi qui me suis sur les réseaux, tu vois que je suis beaucoup sur les routes. Mais oui. Et ça fait partie des choses que j'aime d'ailleurs, bien sûr. Ça faisait partie de mon projet. Mais donc, en termes d'organisation, il y a un moment donné où déjà, je me suis rendu compte enfin, en tout cas, je me suis posé la ligne il y a 2 ans, que chaque fois que j'acceptais, pardon, un nouveau projet ou que je démarrais un nouveau projet suite à une de mes idées, il fallait que j'arrête autre chose. Hmm. Donc, je dirais que l'organisation commence par une forme de deuil. C'est affreux à dire, mais il y a des fois des trucs super que tu fais et où tu vois bien qu'en fait, tu y Ouais. donnes énormément de temps, d'énergie, Hmm. etc. Et que finalement, ça ne te permet pas de faire d'autres choses. Donc, Hmm. je te dis ça à toi qui es experte sur ces questions d'organisation. Je pense qu'en fait, il y a un premier élément qui est, je liste à chaque fois que je veux absolument lancer un nouveau projet, je liste ce que je fais déjà et je cherche ce que je vais arrêter avec l'idée de ne pas me charger la barque encore plus, puisqu'aujourd'hui, bah, j'ai un conjoint avec qui j'ai envie de faire énormément de choses, j'ai envie de concevoir ma vie perso. Je rénove par ailleurs une vieille maison, ce qui prend beaucoup de temps, à la fois en termes de Oui. développement de compétences, Hmm. C'est parce ça. que j'avoue que faire du placo et des trucs et faire de l'électricité, bah, ça ne va pas de soi, on ne naît pas avec la notice, donc il faut apprendre. Tout à Et fait. ensuite, il faut faire, donc Hmm. ça demande du temps. Et puis, je découvre aussi un art que je n'avais jamais connu avant. Tu vois, il faut que j'arrive à 37 ans pour ça. L'art de ne rien faire, Ah, c'est-à-dire d'avoir des moments non productifs. ouais. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir un entourage qui, comme mon addiction, toi tu le sais, c'est la lecture, qui me donne aussi des livres qui ne sont pas des livres pour apprendre des choses, mais des livres pour se détendre. Ouais. Je salue là notamment mon amie Lily Bélanger, qui est vraiment ma pourvoyeuse de livres qui font du bien à la tête, qui font penser à d'autres trucs. Vraiment des ouvrages que j'aurais jamais Hmm. pensé à lire de moi-même avant. Donc c'est génial aussi d'avoir un entourage qui te permet non seulement d'alléger ta charge mentale quand tu as une famille, etc. Donc des conjoints qui, quand on est en relation hétérosexuelle, qui, comme tu disais, font leur part, etc. Et puis aussi des proches qui nous permettent et c'est là que je vais faire le lien avec le travail social avant, de pratiquer ce qu'on appelle le vivre sans. Et Et dans le ça, travail social, c'est vraiment ce moment où en fait tu fais quelque chose, tu vis quelque chose qui a aucun rapport avec ton boulot ou avec ton engagement. et du coup, donc le ne rien faire pour toi, ça veut dire se poser, prendre un bouquin et s'évader dans une histoire qui n'a rien à voir avec le travail. Et c'est déjà ne rien faire pour toi. Oui, ça, ou je suis une personne assez solitaire et contemplative et j'ai la chance d'habiter vraiment dans un endroit très très tranquille. Ouais. Donc aujourd'hui, je peux aussi passer 1 heure avec mes chats à regarder par la fenêtre comme eux le font, à perdre toute notion du temps. Et dans ce moment-là, il y a un vrai travail aussi pour, on va dire, couper ton cerveau, Oui. c'est-à-dire être ancré dans le moment présent et ne pas revenir sur et le devis machin, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que vraiment j'ai mis les bons prix? Ah, il y a la facture bidule à faire. Non, en fait, j'ai une to-do list. Tout est Hmm. inscrit dessus. Tout est classifié par ordre d'importance et Oh. aussi avec un espèce de rétro-planning.
Mhm. Maintenant, dans mon agenda, j'ai aussi des espaces qui sont dévolus à de la rédaction. Ok. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, fait que dans les moments où je ne travaille pas, je peux réellement ne plus travailler autant que faire se peut quand on est, bien sûr, indépendante. C'est un Oui, autre mais sujet. justement, par rapport à ta vie d'avant, quand tu étais auxiliaire de vie scolaire, que tu as fait voilà, d'autres métiers, travailleuse sociale, éducatrice, est-ce que ces choses-là que tu t'imposes aujourd'hui, j'ai entendu que la pause Le de vivre ne sans, rien ouais. faire, tu le faisais pas, mais avant, comment tu faisais du coup? Alors avant, je travaillais tout le temps. Ok. Je travaillais tout le temps, je vivais à Paris quand j'étais travailleuse sociale pendant 13 ans, je travaillais dans le métro, je prenais des notes vocales sur mon téléphone de mes pensées, etc. Mhm. Alors ça m'a été très utile parce que j'ai mis 13 ans à monter mon entreprise et qu'au moment où j'ai passé 3 mois chez moi pour monter ma boîte, Ouais. vraiment, j'ai sorti d'une boîte tous les carnets de toutes les notes que j'avais prises, etc., toutes les clés USB sur lesquelles j'avais mis toutes mes notes vocales pendant 13 ans. Ok. Et j'ai juste eu à surligner dans mes carnets les choses en créant mon propre schéma, si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai monté ma boîte en 3 mois. Ok, C'est qu'en fait, tout était j'avais déjà le déjà schéma. écrit en fait, Oui, c'était clair dans ta tête parce que exactement. t'avais déjà fait le cheminement avant en fait, pendant 13 ans. Parce je sais que j'ai un cerveau qui fourmille d'idées. Mm. Avec mon amie Ronia Nielsen, avec qui j'ai fait plein de projets, elle est entrepreneuse aussi. Je lui dis souvent, j'ai 100 idées dans la journée. Globalement, il y en a trois de bonnes, deux Mhm. irréalisables et une qui sera possible dans 10 ans. Et comme je fais vraiment confiance, on va dire, à mon cerveau et à ma capacité de créativité, eh ben, je note tout. Parce que par contre, je fais pas beaucoup confiance à ma mémoire. Ah, t'as bien Donc raison. je note tout. Et aujourd'hui, tu vois, il y a des projets que je mets en place aujourd'hui qui sont des choses que j'ai réellement rédigées en 2007, par exemple, il y a Waouh, quasiment 20 ans. bravo. Et je me disais toujours, un jour je le ferai et j'attends le bon moment. Et ces choses-là, elles sont écrites quelque part, j'y reviens régulièrement. Tu vois, ça fait vraiment partie de mon organisation. C'est à un moment donné de me dire, je sais comment fonctionne mon cerveau. Je sais que, il y a plein d'idées que j'ai. Il faut faire un énorme tri, mais ça vaut le coup de les écrire toutes. Parfois, ce qui te semble dingue ou on va dire infaisable à un moment Mm. donné, peut-être qu'un jour tu auras une fenêtre de tir. Bah, ça serait dommage de perdre cette idée. Note-la Ouais, quelque part, tu tu verras ce qui t'autorises se tout passe. en fait. Voilà. Tu notes, tu ne juges pas ton idée, tu la notes et puis advienne que pourra, si ça se trouve, elle sera réalisable un jour. Exactement. Ah, c'est top. Et moi, pour créer, j'ai vraiment besoin de passer par le papier. Ouais. Donc ça te fait forcément écho Mm. aussi. Bah oui. Euh, Ouais, ouais, parce moi, qu'en sans fait, papier, j'existe pas. ben voilà. Et en fait, c'est pareil pour moi. C'est aussi en lien avec ma relation au livre, bien sûr. Mais c'est aussi que bah, chez moi, quand j'étais enfant, il y avait des bouquins partout, il y avait des carnets partout. Tu pouvais noter des choses à tout instant. Et Mm. tu pouvais vraiment. C'est un espace pour déposer ta pensée. À la fois sur les questions des émotions, mais aussi sur les projets, les réflexions sur la politique et ce genre de choses. Et en fait, c'est une vraie gymnastique. C'est ce qui me permet aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux, j'ai écrit pendant très longtemps beaucoup de billets d'humeur. Ouais. Comme je suis hyper au clair avec mon cadre éthique, mon cadre intellectuel, etc., et que pour moi, les mots, ils ont un sens important, que je fais beaucoup de recherches justement sur qui a utilisé quel mot et quel concept à tel moment, pour savoir justement pour ne pas, notamment par exemple, l'extrême droite puisse continuer à faire par ma propre langue Mm. une espèce d'imprégnation comme ça dans la société, et ben aujourd'hui j'ai la possibilité d'être très réactive et de faire des billets d'humeur très rapidement quand sort une info ou quelque chose Ouais. sur l'actualité politique ou en termes de droits humains, justement parce que j'ai cet ancrage-là, que j'écris, que je passe mon temps à dérouler ma pensée. Et puis, dans mon métier actuel, avec Egalus, bah, j'ai la chance de travailler dans un champ dans lequel il sort de nouvelles études très régulièrement, des Mm. enquêtes, le cadre juridique évolue. Et les militantes féministes, entre autres, mais les Ouais. militants globalement des droits humains permettent à la société d'avancer là-dessus. Donc moi, j'ai besoin de noter toutes ces choses-là, de faire ma veille juridique. Et écrire, ça m'aide beaucoup.
Mm. Puis évidemment, créer un scénario pédagogique, ce genre de choses, tout est d'abord dans ma tête. Ouais. Et avant de finaliser mon produit qui va être mon PowerPoint ou je ne sais trop quoi, bah, tu vois, je passe par de l'écriture. Toi et moi, là, on enregistre en visio ce Mm. podcast. Autour de moi, j'ai des carnets, des livres, des affiches, des trucs partout qui me stimulent à longueur de temps. Eh ben, je peux te dire que j'ai un certain nombre de carnets aussi autour de moi. Euh, Qui un en plus été carnet, créé par toi. comment? Qui a été en plus créé par toi, tes propres Ouais, outils. et d'autres aussi parce que je peux pas, je craque en fait devant un beau carnet, quelque chose de, voilà, je peux pas m'empêcher d'en acheter et ça me fait penser en fait au dernier podcast de Lucille Gastino qui est une psychothérapeute que je connais, que j'écoute aussi et justement son sujet de la semaine c'était les carnets, donc elle en a partout également, elle les utilise pour vider sa tête et tout ça. Et voire plus, écrire. Et en fait, je suis comme elle, c'est-à-dire que un beau carnet, j'attends de trouver la bonne occasion pour l'utiliser. Tout à fait pareil. Et je n'aime pas gâcher un carnet, je veux que chaque carnet ait son utilité. Donc Mm. j'en ai plein parce que voilà, j'aime que les mêmes idées soient rassemblées aux mêmes endroits. Donc, comment dire, mes rendez-vous clients sont dans un seul carnet, mes réunions sont dans un seul carnet, mes idées, mes formations sont à part. Voilà, et j'utilise un agenda en plus. Donc, tout ça, c'est autour de moi tout le temps. J'ai des carnets de dessin aussi maintenant. Je vis aussi avec les carnets, mais ça, je me demande si j'ai pas un peu passé ce virus-là à l'un de mes enfants. Un jour, il en aura aussi plein. Mais je trouve que c'est très agréable en fait d'avoir tout ça autour de soi. Moi, ça me rassure beaucoup. Et je ne pourrais pas avoir un bureau vide de carnets. Ça me stresse. Je sais pas où sont mes affaires en fait du coup. Donc ils sont rangés, ils sont à côté. Ça me rassure. Je sais que je tends le bras, j'ai accès à l'information que je veux avoir. Donc je suis incapable d'avoir un bureau vide. Il n'est pas trop bordélique et encore, mais ouais, c'est très rassurant. Et quel est ton rapport au temps aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression que c'est plus ralenti, mais dis-moi ce que ça évoque pour toi, ton rapport au temps. Alors, c'est pas plus ralenti, mais on va dire que j'ai trouvé, j'ai apprivoisé, on va dire ça comme ça, à la fois des éléments de mon fonctionnement, et c'est en lien avec ce que tu disais juste avant. Je crois qu'en fait, là, par exemple, dans ce podcast, moi, j'explique comment je fonctionne et toi, tu parles Mm, un peu de comment tu fonctionnes. Ce qui est important pour moi à dire, c'est que le principal, c'est de trouver ce qui vous convient à chacune et tout à fait. chacun. Mm, Et ça prend du temps. Et notamment, par exemple, quand on entreprend, bah, au début, moi, j'ai commencé dans un espace de coworking. Je regardais beaucoup comment les autres fonctionnaient et j'essayais de faire pareil. mhm, Et quelquefois, ça m'a permis d'avoir des éléments qui étaient vraiment géniaux. Et puis d'autres fois, de tester des choses et de me dire, en fait, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça, mon fonctionnement biologique n'est pas celui-ci, moi, ça me va pas. Donc, en effet, aujourd'hui, j'ai un rapport au temps, c'est pas plus lent, c'est un peu plus apaisé. Déjà, je sais qu'il y a des moments dans l'année qui sont des moments extrêmement chargés et des moments qui le sont beaucoup moins. Et j'ai apprivoisé ça, mm, le fait de ne plus avoir une charge de travail qui va être répartie de façon équitable mm. dans l'année. Ça a été angoissant pour moi au début. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Bon, il faut dire que quand j'ai démarré mon entreprise en septembre 2019, j'ai eu quelques petits contretemps pour rester là-dessus qui ont mis à mal mon organisation et ma projection. Ouais. J'ai fait un malaise cardiaque en haut de mon escalier. J'avais monté ma boîte depuis 2 semaines. Oh, Après ça, j'ai passé près de 3 mois en fauteuil roulant. mm, Puis quand j'ai ah commencé à ouais. remarcher, etc., alors j'ai quand même géré quasiment tous mes contrats, mais avec beaucoup d'aide de mes proches. Évidemment, sur ce temps-là, je n'ai pas prospecté. Puis quand j'ai recommencé à marcher et conduire en janvier 2020, bah, juste après, il y a eu la crise Covid. Ouais. Donc ma première année d'entreprise, mon rapport au temps, il a été très particulier et par Mm, moments très douloureux. ouais. Donc ça m'a pris du temps ensuite pour, c'est le cas de le dire, pour me repositionner et retrouver ce qui me convenait. Et en termes d'organisation en lien avec le temps, j'ai toujours eu la sensation aussi d'être dans ce qu'on appelle l'ubiquité temporelle.
C'est-à-dire que tu vois, à la fois, là, suis en train d'échanger avec toi. En Ouais. même temps, à tout instant, je peux tout à fait penser à un truc dans le futur, etc. Et puis à la fois, et c'est aussi un truc que j'adore, notre mémoire, quelquefois, il suffit qu'on appuie sur une touche avec un mot ou avec une sensation qui Mhm. va nous ramener très très loin en arrière. Et en fait, moi, j'aime beaucoup, tu vois, vivre dans ces trois temps-là en même Ah temps. ouais. C'est quelque chose qui est hyper excitant pour moi intellectuellement et j'adore, au-delà de la question du temps etc., j'adore penser à plusieurs choses en même temps et pouvoir faire des liens entre plein de choses, avoir vraiment une espèce de pensée complexe comme ça. Parce que dans mon métier au quotidien, mon rôle, c'est beaucoup de vulgariser. Mm. Et je pense que c'est compliqué de vulgariser les choses si toi, t'as pas vulgariser dans le sens noble du terme, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer, de faire acte de pédagogie, De si simplifier. toi-même, t'as pas exploré plein de dimensions de ton sujet, des mots que tu emploies, etc. Donc mon rapport au temps, je dirais qu'il est beaucoup plus apaisé aujourd'hui, que je gère beaucoup mieux les temps de pseudo-vide dans l'année, qui me permettent justement de faire des tâches dans ma to-do list, de, je sais pas, mise à jour de mon site internet, rédaction de certaines choses, etc. Et puis, comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup, hein, je lis on va dire entre 5 et 7 livres par semaine. Oui. Ouais, c'est une Ok. addiction, je pense. Ok, Mais d'accord. Ah oui, j'en étais pas là. Ok, d'accord. oui, oui, je poste pas toujours sur les réseaux tout ce que je lis, mais je lis énormément et tu vois, je consacre beaucoup de temps à ça, du temps perso, mais aussi du temps professionnel. Ouais. Et ça fait, depuis que je suis éducatrice, dans tous mes postes, j'ai toujours conservé et fait en sorte de conserver du temps de travail pour des lectures professionnelles. Hmm. Ok, Et ça, c'est, par exemple, dans l'organisation du travail, c'était pas toujours facile à faire entendre ni à mes collègues, tout à fait. ni à mes chefs. Hmm. Donc, j'avais une espèce de négo comme ça quand je prenais un poste, d'expliquer ça à mon encadrement et de dire, comme je vais par moment passer du temps à lire une étude ou une enquête ou ce genre de choses, parce que pour moi, c'est vraiment important d'organiser Ouais. sa veille, bah ensuite, en réunion d'équipe, je vous ferai un retour dessus. C'est ça mon engagement. Si Ok, vous me c'est laissez partir un pas. Hmm. maximum en formation, si vous me laissez un petit peu de temps pour lire des choses, etc., en retour, je transmettrai ça à mes collègues, je vous transmettrai ça à vous. Mais pour Oui, parce moi, qu'il ce y a, il y temps, a, il y a toujours des personnes qui vont dire, bah, elle fait rien, elle lit. exactement. Visuellement, tu lis, donc enfin, tu lis, tu ne fais rien. Et donc, Oui, ça peut déranger, enfin, oui, ça peut être mal interprété, surtout. Donc, du coup, exactement. le fait de t'engager à faire le résumé de ce que tu as lu, non seulement ben, ça légitime le fait que tu lises des études professionnelles, mais en plus, tu es dans le partage derrière, bah, bravo, bravo. Ah bah, écoute, merci. Ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé parce que tu vois, moi, dans tous mes livres, c'est pour ça que je les prête beaucoup, j'ai aucun souci là-dessus. Mais moi, dans tous mes livres, je prends plein de notes, je réagis à plein de choses. Sur les premières pages, je prends des notes sur tous les éléments clés. Je me fais des espèces de fiches sur tout ce que je lis parce Ok, qu'évidemment, quand tu lis beaucoup, tu peux pas te rappeler de tout. ouais. Et après, bah, j'utilise ma mémoire visuelle et quand je cherche un concept, je me rappelle de la couverture du livre et je me rappelle où était le mot à peu près dans la page, etc. là où c'était. Hmm. Et je peux le retrouver pour remobiliser ce truc-là parce qu'évidemment, bah, je peux pas me rappeler de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et Euh, justement, tout à l'heure, tu parlais d'un fil qui était c'est pas la mémoire, hein, ça, hop, ça te fait partir sur un sujet, puis ça te fait partir en arrière, etc. Mais justement, est-ce que ça te fait pas perdre le fil? Là, moi, dans la discussion, j'ai eu cet effet-là, c'est-à-dire ça me fait penser à, et en fait, j'ai failli oublier ma question. Tu vois ce que je Ah, veux dire? alors excuse-moi si je t'ai Mais non, si je t'ai perdu. Moi, mais non, je suis hyper mais au c'est clair parce comme que ça que je je sais ce que fonctionne. je veux dire. Oui. Bah, en C'est, fait, si tu veux, moi, quand je prépare quelque chose, par exemple, je note les mots-clés, les éléments qui sont importants pour moi. Donc là, par exemple, pour notre rencontre, bah, j'ai pris des notes, ouais, j'ai listé des mots qui étaient des choses importantes et après, je me suis dit, je vais faire confiance aux questions que Rosen va me poser, qui vont me permettre euh, que la discussion, elle soit, je le visualise vraiment comme ça dans ma tête, comme une espèce de course de slalom.
tu as les portes obligatoires, qui sont les Ok. choses dont je veux absolument parler Ouais. et qui me semblent importantes, vu ton sujet, vu ton engagement, vu ton podcast, et qui sont des choses que je veux donner dans ce podcast. Et puis, il y a des choses sur lesquelles je vais un peu plus me laisser embarquer. Mais tu vois, moi, là, si je fais juste le bilan, si notre podcast, il s'arrête maintenant, bah, il y a déjà des choses que je voulais absolument dire, sur lesquelles je suis passée très tranquillement. Et j'espère que notre auditorat n'aura pas ressenti ça comme un espèce de canevas à grosse ficelle. Ouais, non, j'espère pas, mais Et moi qui non s'est plus, fait je l'ai que pas nous senti parce que... comme ça. Bon, bah voilà. Et moi, je suis au clair, je suis au clair dans ma tête sur ces éléments-là. Et notamment sur la question de l'organisation avec cet aspect de rapport au temps. Hmm. Je pense vraiment qu'au début, quand on monte son entreprise, par exemple, c'est un peu compliqué cette histoire de rapport au temps parce qu'on a l'impression qu'on doit tout faire Ouais. maintenant, qu'on doit poser toutes les bases, Et etc. puis on est passionné. Donc, Oui, exactement. Mais toi, je pense être l'exemple avec vraiment la mesure d'empêchement physique hmm, que j'ai eu au tout début de mon entrepreneuriat. ouais. On est 6 ans plus tard, mon entreprise va bien, elle est pérenne, je suis là où je voulais être, etc. Je vis depuis la première année de mon travail, j'en Hmm. vis. Et pourtant, j'ai fait 3 mois et demi en fauteuil roulant avec 5 fractures, le bassin et l'épaule déplacées. Enfin, j'ai été en rééducation pendant 2 ans et demi après ça avec de la kiné de la première année tous les jours. Ok. Donc, et pourtant, je suis là où je suis. C'est juste qu'à un moment donné, on est dans la nécessité, je reviens à ce qu'on disait au tout Hmm. début, je vois le fil là un petit peu, de faire le deuil, de tout faire tout de suite. Ouais. Il y a plein de choses qui font que soit tu vas être empêché, soit tu vas avoir à un moment donné, au moment où tu voulais faire quelque chose, toujours ce rapport au temps, il va se passer quelque chose, tu vas avoir une autre opportunité, tu vas sentir que tu dois la saisir. Une belle rencontre, un projet ou ce genre de choses. Mhm. Et finalement, tu vas devoir décaler dans le temps ce que tu avais prévu. Eh Oui, c'est bien, une question de choix, quoi. exactement, c'est une Hmm. question de choix et aussi de sortir d'une forme de rigidité Hmm. qui est la nécessité du contrôle par l'organisation. Et ça, je pense que vraiment l'entrepreneuriat m'a amené cet élément-là, de sortir de la rigidité. Hmm. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un tel rapport au temps et une telle confiance, on va dire, dans ce que je fais, que je n'ai jamais aucune idée de ce que je fais demain, après-demain ou dans une semaine. Tout est Ok. noté sur mon agenda. Ouais. Tout est sur ma to-do list. Quand on me pose la question, je regarde dans mon agenda. Mais tu vois, là aujourd'hui, je sais ce que je fais demain parce que je viens de retravailler sur mon support de Mhm. formation juste avant notre échange. Mais en général, ils sont prévus en avance et je Ouais. les actualise au dernier moment quand il y a des éléments qui sortent sur le mode sociétal. Mais sinon, je ne sais pas ce que je fais le lendemain et maintenant, je suis très tranquille avec ça parce que je sais que je m'organise tellement en amont globalement pour les choses Ok. que c'est posé. Ouais. Tu te fais Donc ça, confiance aussi, quoi. oui. Ça me laisse en fait Hmm. vraiment du temps pour pouvoir justement avoir cette créativité, faire face à Ouais. l'inconnu, à une personne qui va me contacter en me disant est-ce qu'on pourrait échanger là rapidement sur un projet ou sur une conférence dans 2 semaines ou j'en sais rien. Bah, je Voilà. sais que même dans les moments où la barque est très chargée comme en ce moment, bah, j'aurai quand même du temps pour échanger avec Ok. quelqu'un s'il se passe quelque chose. Aussi parce que et ça, c'est vraiment un élément que j'ai appris grâce au coworking à la Serre, à Plougastel. Mhm. Je fais partie des toutes premières coworkeuses. J'y ai rencontré comment ça s'appelle, pardon, une illustratrice qui s'appelle Violette Suquet. Ok. Et en fait, Violette, dans nos premiers échanges, je lui disais ma frustration parce que parfois, on a des journées de dingue où on a fait 1000 choses. Et dans ces 1000 choses, il n'y en a aucune qu'on peut cocher dans notre to-do list. Ah oui, Et en on a fait fait, plein de choses qui n'étaient pas prévues. exactement. Et moi, ça me frustrait. C'est-à-dire que j'avais vraiment une sensation d'avoir été improductive parce que Hmm. j'étais très accrochée à ma to-do list. Violette, un jour, m'a dit, eh ben, tu sais, moi, à la fin de la journée, je rajoute sur ma to-do list toutes les choses que j'ai faites dans la journée et je les coche. Ouais. Parce qu'en fait, je n'ai pas rien fait. J'ai fait plein de choses. Hmm. Et tout ne peut pas être toujours dans ma to-do list parce qu'il y a toujours des choses imprévues. Et bien ça m'a fait sortir d'une forme de culpabilité Ouais. à l'idée que je devais tout faire tout de Hmm. suite. Hmm.
C'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de parler des rencontres, des personnes qui vont nous aider dans notre organisation. Aujourd'hui, je suis pas forcément en contact avec Violette, mais je pense très souvent à elle et à cette méthode d'organisation qu'elle avait mise en place pour elle-même, Ouais. parce que moi, ça me sert tous les jours. Tous Et les puis, jours, je sais que j'ai fait des choses. Et puis tu peux avoir une antériorité, dire je me rappelle, enfin ça a été fait à ce moment-là, je sais que je l'ai fait, etc. Donc c'est aussi une manière de se rappeler et d'avoir un historique de ce qui a été fait. Et c'est vrai que c'est pas ça c'est quelque chose qui est très commun régulièrement aux femmes, qu'elles soient indépendantes ou salariées, de se retrouver à la fin de la journée en se disant j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire dans ma journée. Déjà, un, c'était pas possible, objectivement. C'était pas faisable. Et deux, elles n'ont pas rien fait. Et du coup, elles repartent avec cette idée de j'ai pas fait ce que je devais faire, donc je suis nulle, je vais faire plus de temps demain. Et là, elles prennent le bâton, elles se flagellent dans la voiture et il y a le petit moteur dans la tête qui continue et le soir, etc. Donc c'est une super méthode d'indiquer, de marquer quelque part ce qu'on a fait, même si c'était pas prévu. Je souligne vraiment cette méthode parce que c'est une vraie manière de mettre en avant de tous les petites choses en fait qu'on fait en parasite en fait qu'on nous demande aussi et que au détour d'une porte, d'un couloir, machin, est-ce que tu peux me faire ci, tu peux faire ça? Et c'est en fait c'est ça plus ça plus ça plus ça, ben, au final on n'a pas pu faire autre chose et on n'a pas en effet rien fait. Et ça c'est très important de le rappeler. Merci Marie, n'importe quoi, Marine. Pas de souci. Et j'ajouterai un autre élément qui est pour moi vraiment important, finalement, qui est un peu le pendant sur cette question-là du temps, hyper intéressante, cette question que tu posais. C'est aussi la question de s'autoriser à dire non. Ouais. Alors, à se dire non. Je te Hmm. disais tout à l'heure que j'ai 100 idées par jour et qu'il y en a 97 qui sont pourries. Il y a aussi des moments où je me dis, oh, j'aimerais tellement le faire et où vraiment, ça me hype comme pas possible. J'ai trop envie de le faire. C'est motivant comme pas possible parce qu'en fait, ça va me demander tout ce que j'adore faire. Faire des recherches, fouiller, lire des trucs, vraiment apprendre sur quelque chose, sortir de ce qu'on appelle ma zone de confort, même si j'aime pas Mhm. cette expression et tout. Sauf qu'en fait, c'est juste pas le moment, ou alors c'est juste pour un truc qui vraiment va pas du tout être pertinent. Et donc, j'arrive maintenant à me dire non à moi-même. Je le pose dans un carnet en me disant, de toute façon, Pour plus tard. ça aura quand même existé puisque tu l'auras écrit quelque part, donc C'est tu verras ça? bien. Et puis, j'arrive à dire non aussi aux autres. Ouais. À des choses, soit parce que c'est pas le moment, donc en fait, je ne dis jamais non, salut. Je, C'est je bien, dis, bravo. voilà, j'ai appris à être un peu sociable, pas trop, même si quelquefois c'est ce que tu as envie de dire, mais j'explique toujours mon nom. Et en général, ce n'est pas forcément le bon moment pour moi, mais je conserve l'idée pour plus tard, ou Mm, merci de m'avoir proposé ça, mais je vais pas être dispo pour ça pour le moment. Et mm, j'essaye de proposer une alternative. Et mm. notamment l'alternative, aujourd'hui, c'est aussi d'orienter vers d'autres personnes Ouais, ouais, qui ont l'expertise. tout à fait. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant dans notre organisation parce qu'à un moment donné, en fait, on ne peut pas bosser plus que ce qu'on fait déjà, à moins de tomber malade. Ouais, La personne, elle a quand même exprimé un besoin. Donc, je vais lui permettre potentiellement d'avoir une réponse à son besoin en orientant vers des ouais, personnes qui ont de l'expertise comme moi. C'est tout pour à ça fait. qu'avec avec 3 collègues, on a créé l'annuaire expert.bzh, par exemple. Oui, Ça, c'est quelque chose d'important et moi, je trouve ça utile aussi dans mon organisation parce qu'en fait, on n'est pas nombreuses et nombreux à avoir des cabinets aussi référencés et connus que le mien, par exemple, en Bretagne. Donc, il y a d'autres personnes moins connues peut-être qui font la même chose. Et je me dis, bah, en fait, si j'envoie ces personnes vers, euh, si j'envoie ces personnes vers expert.bzh, elles vont retrouver ces expertes à ouais, égalité et ouais, elles vont pouvoir les contacter directement. ouais. Et ça, c'est à la fois de la sororité. À la fois, c'est renforcer ta propre légitimité parce que tu es contente, on t'a contacté toi, et au début, c'est aussi Tout parce que à c'est fait. toi. Tu vas renforcer le sentiment de légitimité d'autres Ouais, qui vont faire ces choses-là. Et moi, dire non pour moi, c'est un vrai élément dans mon économie professionnelle aujourd'hui. Avant, je savais dire non quand ça dépassait ma ligne éthique. J'ai jamais eu aucun souci pour ça. Il y a des gens avec qui je refuse de travailler et eux, j'ai aucun souci à leur dire mm, non et parce que le problème c'est nous. direct. Alors là, il y a zéro problème. Quand l'extrême droite me sollicite, c'est arrivé vu que je fais de l'accompagnement Mais politique, non. je ne réponds même pas. C'est-à-dire qu'en fait là, je donne zéro énergie.
OK. Par contre, pour les autres, je donne l'énergie de répondre, mais je suis très au clair sur le fait que ça n'est pas ma ligne éthique. Quand je sens que c'est des gens qui voudraient faire un peu du femme-washing, par exemple, bon, bah, je dis non directement. Mais par contre, je le fais aussi quand je n'ai pas le temps pour quelque chose. OK. Donc en effet, dire non dire non à soi, faire des choix, ça prend de c'est difficile. Moi, je sais que j'ai eu besoin de faire un choix à un moment donné et ça m'a fait grand bien. En fait, quand je me suis projetée sur l'idée d'avoir fait le choix, dans le futur, je me suis dit: «OK, j'ai fait dans le futur, j'ai fait cette action». Bah, ça m'a vachement soulagée. C'est-à-dire que je me suis projetée vraiment dans si vraiment je le faisais, qu'est-ce que ça ferait? Et ça m'a fait tellement de bien, je me suis dit: «Bah, j'ai pas le choix, je vais le faire». Et donc, ça fait c'est une manière aussi de se dire, qu'on se choisit soi. On Si on arrive à se projeter comme ça et que ça fait du bien, c'est que c'est forcément une bonne solution, une bonne idée. Et ça, je l'ai appris avec ma papeterie, hein, en fait, clairement ma papeterie m'a poussée à choisir le fait d'arrêter d'imprimer. Et ça, j'avais tellement envie de continuer et en même temps, ça me prenait tellement d'énergie. Il y avait des conséquences financières et tout derrière et je me suis dit: «Tant pis, je vais arrêter» parce que et quand j'ai pris la décision, mais alors le soulagement. On m'a enlevé une caisse de pierres sur le dos Oui. et ça fait, grandement du bien. Mais je pense qu'aussi, avoir la sagesse de poser une idée, de la mettre de côté en disant: «C'est pas le moment, je reviendrai peut-être plus tard» et puis souvent des bonnes idées, elles restent dans la tête. On a beau les avoir notées, elles continuent d'exister. En fait, on s'est dit: «Ouais, quand même 2 semaines après, ah, quand même, c'est vachement bien». 6 mois après, ah là là, j'y pense toutes les semaines, c'est un truc qu'il faut que je fasse. À un moment donné, il faut y aller, je pense. Mais faut juste trouver le bon moment pour se lancer et je voulais revenir aussi sur, savoir dire non aux autres. C'est une capacité qu'on apprend quand on est indépendant parce qu'on n'a pas eu cette, logique quand on était salarié, en tout cas pour ma part. Et Mmh. je le vois beaucoup moi en formation, quand je parle du non, dans mes formations de gestion du temps, cette partie-là, ce chapitre-là est très sensible, hem, parce qu'on n'est pas du tout éduqué à dire non. Et en fait et en plus en tant que femme, c'est-à-dire qu'on se doit et parfois, régulièrement, j'ai un public d'assistantes qui justement ont comment dire? Ce métier d'être au service d'eux. Oui. Donc il y a un sous-entendu de: «Je dois être au service d'eux, qu'importe ce que ça me coûte». Et il y a souvent cette posture-là de: «J'ai pas le droit en fait de dire non». Et en fait si. On a le droit, mais on n'a pas le droit de dire un non, franc, massif, violent, ça c'est non. On est bien d'accord, on n'a pas le droit de ça. Mais on a le droit d'échanger, de discuter, de trouver une idée, une solution pour avoir un arrangement en fait ensemble pour que les 2 s'y retrouvent en fait. Et ça, c'est complètement ouvert et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris à faire avant, quand on était, enfin moi en tout cas en tant que salarié, on m'a jamais proposé de négocier quoi que ce soit, quoi. Mmh. Voilà. Et comme j'étais sa assistante, j'ai cette vision, en effet, de quand on est assistante, on est au service d'eux, Oui. que d'autres métiers ne comprennent pas. Et pourtant, moi, je l'ai vécu pleinement et je suis encore dans cette idée-là d'être au service des clients, au service des stagiaires, au service des gens que j'accompagne, au service de mon groupe d'entrepreneurs. Mais il y a des limites. Voilà. Et ça, on l'apprend après coup, quoi. Soit parce que, on a eu une rupture physique, une rupture burn-out, on a eu un accident ou a eu un truc, c'est pas forcément en lien, mais il y a eu une rupture qui fait qu'on prend du recul sur notre situation et on se dit: «Bah non, en fait non, il y a un truc en fait derrière tout ça». Bon, écoute, cette discussion, elle a été passionnante avec toi, Marine. Un dernier petit mot pour la fin à partager peut-être aux entrepreneurs ou aux salariés que tu aurais envie de donner aujourd'hui? Un conseil, un outil, une astuce? Qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Même un livre, un truc, voilà.
Bah alors, deux choses. La première, c'est vraiment, finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il me semble vraiment important qu'on soit salarié ou indépendant ou indépendante, en fait, quel que soit notre périmètre professionnel à l'heure actuelle et le futur, Mm. à tout instant, on peut avoir des personnes qui vont nous dire que telle méthode fonctionne. Et en fait, telle méthode Mm. d'organisation fonctionne pour une personne, mais ne Mm. fonctionne pas forcément pour nous. Et à un moment donné, il va falloir j'ai envie de dire, suffisamment se faire confiance. Arrivé à un certain âge, on sait à peu près comment on fonctionne. Et c'est peut-être pas comme ça que fonctionnent d'autres, mais sur le fond, on s'en fiche. À partir du moment où on prend conscience de notre propre fonctionnement, de ce qui marche pour nous, on va trouver la méthode qui va nous Mm. permettre à un moment donné Tout de à se fait. donner la pleine puissance de nos capacités. Et ce sera peut-être pas la même méthode que quelqu'un d'autre, bah, on s'en fiche. Ouais. On a tous et toutes déjà, quand on a travaillé avec des personnes où on partageait un bureau, vous avez des Mm. gens, leur bureau, il est super organisé, d'autres, c'est le fouillis intégral, et en fait, ça ne dit rien de la qualité de leur travail. Moi, je crois vraiment que c'est hyper important à un moment donné d'écouter son fonctionnement. Et je suis contente aujourd'hui de m'être offert cette liberté-là, notamment grâce à des rencontres avec des personnes géniales qui m'ont dit comment elles fonctionnaient, mais qui n'ont mis aucune pression. Et le dernier élément qui me semblait vraiment important quand on parle de l'organisation aussi, c'est la question de la solitude, mais de la Ah, solitude sur le mode positif. Je ok. sais aujourd'hui que dans mon organisation, j'ai besoin d'être beaucoup seule pour penser. Mm. J'ai eu la chance d'avoir toujours, maintenant en tant que travailleuse sociale, des postes dans lesquels j'étais très nomade. Et ça, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi dans les moments justement où je n'ai pas eu le choix que d'être tout le temps avec une équipe, avec des collègues. Mm. Ça ne dit rien de négatif sur nous. Je pense que quand on est des personnes solitaires, quand ça nous aide de fonctionner comme ça, on sait aussi aller chercher de la ressource. Je dirais donc là-dessus aussi, quand on a le privilège de pouvoir le faire, essayer de s'écouter et d'écouter son besoin, qu'on Mm. soit indépendant ou salarié, une fois encore, quand on a la possibilité de le faire, de se demander ce qui fonctionne là aussi pour nous Ouais. en termes de Mm. solitude ou d'être avec d'autres. Et je vois beaucoup de posts sur LinkedIn avec une personne qui explique comment elle fonctionne et quelqu'un en dessous qui lui dit, ah mais moi je comprends pas, c'est n'importe quoi, moi je pourrais pas faire ça. Bah ok Mm. Martine, ok Gérard, toi tu pourrais pas faire comme ça, bah fais autrement, il n'y a pas de souci, personne ne dit qu'il y a une recette miracle. Je dis juste que moi par exemple, j'ai un métier aujourd'hui qui est extrêmement binaire. Soit je suis en pyjama dans mon bureau avec des tasses de thé froid qui sont en train de refroidir partout, à écrire, faire des recherches, et dans ce moment-là, je suis invisible dans tous les sens du terme. Soit je suis en représentation. Mm. Et je sais aujourd'hui le pourcentage de temps que je peux gérer émotionnellement, intellectuellement en représentation. Mm. Et tout le reste du temps, j'ai vraiment besoin d'être seule et de ne Ouais. pas être vue. Et il y a des moments d'entre-deux où je vais réserver un bureau dans un espace de coworking ou aller bosser dans un café, où je vais monter des projets avec d'autres. Mais je sais que mon fonctionnement de base, c'est aussi d'être seule. Et je dirais, c'est important de ne pas culpabiliser Mm. par rapport à ce qu'on est nous. Quand on a la possibilité de s'écouter et de faire le point, bah, une fois de plus, il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Écoutons-nous. Mais je te rejoins sur les deux points que tu as partagés. Et j'ai l'impression qu'on se ressemble beaucoup plus que ce qu'on pensait. Au niveau de cette solitude et au niveau il n'y a pas une organisation parfaite pour tout le monde, en fait, une seule et unique. Il y a plein d'organisations différentes. Et je me rends compte aussi que cette solitude dont tu parles, elle est nécessaire aussi pour notre créativité et notre comment dire ben là toi tu fais des recherches, tu fais aussi tu montes des formations, etc. Et moi j'ai besoin de ce calme pour me projeter en fait, pour arriver à imaginer quelque chose et donc de la créativité. Et pas plus tard que la semaine dernière en fait, ben, quand j'étais en formation moi en tant que stagiaire sur la facilitation, on avait un exercice à faire à deux. Et donc, tout le monde était autour à faire son exercice et on devait monter, nous, une petite animation de 30 minutes. Je n'ai pas réussi à travailler. C'est-à-dire que j'ai échangé avec la personne, mais impossible de me projeter dans cet atelier-là de 30 minutes. Il a fallu que le soir, je me pose au calme à noter toutes mes idées et auquel le lendemain, j'étais prête en fait pour y aller. Mm. Mais je n'aurais pas pu terminer en fait la préparation de cet atelier avec tout le monde autour et avec être dans l'échange continuel avec la personne, avec mon binôme en fait. Mais je pouvais pas en fait le créer cet atelier.
Donc, voilà, je comprends du coup ce que tu veux dire. Je me dis qu'on a plein de points communs. C'est pour ça quand tu dis plus que ce qu'on pensait, moi je pensais bien que tu avais aussi des éléments sur, vu que aujourd'hui tu accompagnes vraiment des personnes justement sur leur organisation, je me Ouais, disais bien que tu avais plein d'outils comme ça dans ta musette et que tu t'adaptais aussi au fonctionnement de chacune et de chacun. je suis Tu obligée. avais en effet le tien, voilà, C'est ça. spécifique aussi, et qu'avant d'essayer de proposer des outils à d'autres, tu les essayais sur toi pour voir ce qui te convenait. Ça et proposer aux gens, ça n'est pas imposer aux gens. Les gens, ils picorent ce qui les intéresse, ce qui les attire et encore une fois, faut aussi, s'adapter à la personne qui est en face, mais la personne doit aussi, apprendre à se connaître et de quoi elle a besoin. Si elle a besoin d'outils numériques, on va aller sur des outils numériques. Si elle a besoin de papier, on va aller sur du papier, mais pas quel type de papier, mais qu'est-ce qu'on met sur ce papier-là? Et le format, tout ça, le canevas qui pourrait être, mis derrière et cetera. Enfin, on ne peut pas, et il faut déculpabiliser les gens avec ça, on ne peut pas avoir un seul modèle d'organisation parfait. Ça n'existe pas, déjà, la perfection. Et de deux, il n'y a pas un seul modèle pour tout le monde et c'est pas possible. Donc, même dans mes formations gestion du temps, je propose et les gens prennent ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Quand on est formateur ou formatrice, justement d'essayer aussi de proposer, des espaces Mmh. différents quand on propose un exercice ou une consigne pour que les personnes Mmh. finalement puissent disposer de la configuration qui leur convient et C'est ça. là-dessus, en tant que formatrice, je peux que te rejoindre aussi. Bon, eh ben, je crois que ça va être notre belle conclusion. Merci beaucoup Marine pour cet échange. Je vais rappeler le nom du livre. Le dernier, c'est Sororité, le pacte. Ouais. Le nom de ton entreprise, c'est Egalus, avec un C à la fin. On se retrouve, je mettrai sur le commentaire de cet épisode le lien de ton profil LinkedIn. Et puis, je pense qu'on aura tout résumé, tout partagé. Merci beaucoup. On pourrait encore faire d'autres épisodes, mais pour plus tard. Oui, et merci à toi. Eh ben, une très belle journée à toi et bonne écoute bonne écoute, bonne semaine à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!